Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. C'est un bon slow, hein. C'est excellent, c'est excellent. Vous aimez ce genre de musique? Ah ben n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'était très joliment chanté. Oui, remarquez qu'on peut être un bon chanteur et un danseur moyen. Arrêtez! Allô? Ah, bonjour monsieur. Vous êtes un ami de Montmirail? Moi? Ici, Jacouille. Jacouille, la fripouille, votre humble serviteur. Vous me reconnaissez, soit? Monsieur qui? Jacouille. Tu me connais, l'homme? Ma mère avait pour nom Gwendoline. Elle est morte dévorée par les loups. Parce que notre père, qui était parti pour boire à la taverne de Duchenot, a crevé, gelé dans les temps, à cause de son pied beau. Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël. Je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Si. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Et oui, Jean-Marie Poiret, on est mort de rire avec André Berkoff en studio. Mais Jean-Marie Poiret, donc le maître de la comédie, le réalisateur culte donc du Père Noël est une ordure, des visiteurs de Papy fait de la résistance, des anges gardiens, André Berkoff. Il sera avec nous dans un instant sur Sud Radio à l'occasion donc de la parution de ses mémoires, des mémoires cash, André. Bah, ce ne sont pas des mémoires, c'est comment je dirais un almanach. Ce n'est pas un bottin mondain, c'est un bottin du temps où la France riait, ou du temps où la France était dans une insouciance et un talent, et on n'avait pas peur de dire les mots, vous avez écouté, on n'avait pas peur d'aller loin, on n'avait pas peur d'avoir du talent, et on n'avait pas peur, je ne dis pas que c'est fini maintenant, mais quand même, quand on regarde, effectivement, quand on regarde, et on a regardé combien de fois, que ce soit le Père Noël d'une ordure, que ce soit les visiteurs, que ce soit Papy fait de la résistance et tous les autres, on se dit, mais attends, c'était incroyable. Il y avait une espèce d'atmosphère, je dirais, de jouissance de ce qui fait la France, la gauloiserie, la bonne chair, C-H-E-R-E, la bonne chair, C-H-A-I-R, et tout le reste. Et c'est ça que Jean-Marie Poiret, notamment, a été l'un de ceux qui a vraiment fait que ces films, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance, Twist Again à Moscou, L'Opération Cornet de Bif, Les Visiteurs, Les Anges Gardiens, Les Visiteurs d'Amérique, Ma femme s'appelle Maurice, etc. Et puis, les collaborations avec Michel Audiard, quand même. Michel Audiard, qui est le Sacha Guitry de la connerie, formidable de la connerie, en tant que justement qu'ennemi héréditaire. C'est ça, et vraiment, le rire est une fête. C'est vrai, lisez-le, Rire est une fête, Céline. Et oui, Rire est une fête, c'est donc les mémoires que Jean-Marie Poiret publie chez Michel Lafon. Et ne l'oubliez pas, comme le disait donc Raymond Devos, André Berkoff, le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour revivre de très belles années du cinéma français, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, sublime musique du film Les Visiteurs, le plus gros succès de Jean-Marie Poiret, André Berkoff. Il est aujourd'hui notre invité sur Sud Radio. Alors bonjour à vous Jean-Marie. Bonjour, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous publiez Rire est une fête chez Michel Lafon, un livre dans lequel vous dévoilez les secrets de tournage de vos films cultes, donc qui ont fait rire des millions de personnes en France et à travers le monde. Alors quand avez-vous découvert qu'un de vos plus grands plaisirs, après les truffes du Périgord, le sexe, les grands crus, les belles caisses, les musées, les palaces, comme vous l'écrivez donc dans vos mémoires, étaient de faire marrer les gens? Racontez-nous. J'ai toujours aimé ça, à vrai dire, et d'ailleurs ça me jouait les sales tours parce que j'ai été énormément puni à l'école. Bon. Et parce que je faisais des chahuts. Et d'ailleurs, ça a été une énorme découverte pour moi parce que j'étais dans une école privée qui était assez chère. Donc, il y avait un problème de pénurie de clients, en fait. Ils ne pouvaient pas vraiment vous renvoyer parce que sinon, ils perdaient le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, on ne vous renvoyait jamais vraiment, mais on vous renvoyait pour 8 jours, pour 3 jours. Et une fois, j'ai été renvoyé et je suis arrivé chez moi. Ma mère m'attendait, m'a dit « Ton père va venir ».
venir. D'ailleurs, elle a eu cette phrase absolument admirable, puisqu'elle m'a dit il va venir t'engueuler, je te préviens que ton père a été boxeur. Bon. Prépare-toi. Il a fait de la boxe, voilà. Bon. Donc j'étais pétrifié de trouille. Mon père est effectivement arrivé, m'a engueulé avec, je dois dire, assez peu d'insistance. En fait, ça l'ennuyait plutôt. Donc il m'a un peu grondé, mais bon, voilà. Et puis il s'en va, je reste tout seul dans ma chambre. Et puis il va au bout du couloir et je l'entends rire avec ma mère. Quand même un peu intrigué. Donc je me suis approché à petits pas. Et alors les toilettes étaient à côté de leur chambre, donc j'avais l'excuse d'aller faire pipi. Voilà, donc je me suis approché pour écouter, et puis je l'entendais rire. Et en fait, je l'entendais parler au téléphone. Alors j'ai fait le tour par le salon, je me suis avancé comme un chat. Et en fait, il était en train de parler, je crois, à Gérard Houry. Et il lui disait, mais attends, il faut que je te dise le motif. Alors, et le motif de mon renvoi était à parier qu'il ferait rire ses camarades, Paris gagné. Voilà. Et donc, je suis reparti et ma mère pleurait de rire. Et j'entendais, et elle disait, c'était un numéro. Bon. Et ça m'a énormément troublé parce que je devais avoir quoi, 9-10 ans. Et j'ai aperçu qu'en fait, il y avait une double façade. Il y avait la façade éducative dans laquelle on était très rigide et dans laquelle on vous expliquait qu'on allait vous foutre en pension à Limoges ou à Vesoul. Bon. Et chez les curés, je ne sais pas où. Et puis, il y avait le fait de se marrer parce qu'on faisait une ânerie. Donc, j'ai découvert qu'une ânerie pouvait être valorisante. Et oui. Et vous dites que votre papa, qui était donc le grand producteur de cinéma Alain Poiret, vous a beaucoup appris par sa bonne humeur et son humour. Il avait un certain enthousiasme pour les conneries, écrivez-vous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la maison, il n'était pas question c'était pas forcément que des conneries, mais il y avait une chose en tout cas à la maison qui était interdite, c'était d'être ennuyeux. Ça n'était pas possible. Et donc, mon père recevait énormément, il était donc un producteur qui a fait quand même 500 millions de spectateurs, ce qui est quand même pas zéro. Et donc, évidemment, il était entouré d'interprètes, enfin d'acteurs, d'auteurs. Moi, j'ai connu, enfant, Marcel Pagnol, Jean Anouilh, plein de gens qui étaient très talentueux. Il y avait aussi les acteurs, mais en tout cas, il n'était pas question... et d'ailleurs, il y a une anecdote assez amusante que je ne raconte pas dans mon livre, donc il y en a d'autres, mais c'est qu'un jour, on a demandé à mon père, mais pourquoi... c'est bizarre, toi, tu ne faisais pas tourner Fernandel, tu n'as jamais fait de film avec Fernandel. Et mon père a eu cette phrase extraordinaire, il dit « Ah non, il était assommant ». Bon, et donc, comme Fernandel n'était pas marrant dans la vie, cet homme qui était en plus producteur, donc c'était pour gagner du pognon, mais il préférait pas tourner avec lui parce qu'il voulait pas passer une soirée dans laquelle on ne s'amusait pas. En revanche, il s'amusait avec Guitry, il avait beaucoup d'admiration pour Guitry, oui, c'est ça. Beaucoup de Guitry. Guitry qui était très, très amusant, évidemment, il était un génie, il était formidable. Bon. Et qui avait le sens de la répartie comme personne. Enfin, oui, pas toujours, parce que moi, je me souviens, j'ai un souvenir particulier avec Guitry, c'est qu'il faisait des blagues au téléphone d'enfants. Et alors, il savait très bien ne pas faire la voix de Sacha Guitry, parce qu'il y avait cette voix, je vous l'ai dit, etc. Mais en fait, il pouvait parler normalement. Et un jour, il appelle à la maison, ça m'est resté, ça, et il dit bonjour, je voudrais parler à Monsieur Popo. Monsieur Popo. Bon, je dis bon, voilà. Je dis, papa, il y a quelqu'un pour toi. C'était Guitry qui faisait une plaisanterie d'abruti. Parce que Monsieur Popo, c'est quand même pas un niveau d'humour. Oui, c'est pas le niveau qu'on attend de Sacha. Et vous dites que votre père aimait Guitry justement parce que entre une grossièreté et une obscénité, il choisissait toujours l'obscénité. Oui, mais c'est bien ça, c'est bien. Et à propos d'obscénité, donc Michel Simon, que votre papa aimait beaucoup aussi, n'était pas en reste. À ce sujet, vous racontez une anecdote très drôle. Lors d'une soirée UP à laquelle votre père l'avait invité. Racontez-nous cette anecdote, Oui, il s'est mis à chanter une chanson abominablement
d'une trivialité. Pornographique. Un truc pornographique affect. Et comme les gens étaient altérés. C'était une soirée huppée, comme oui, ça. Très chic, avec des gens chics. Et comme tout le monde était altéré, Michel Simon a dit « Ah, ben comme je vois que la chanson semble vous plaire, je vais vous en chanter une autre. » Et il en a balancé une encore pire. Et donc ça, c'est quand même délicieux. C'est un souvenir que je n'ai pas vécu et que j'ai volé en fait à mon papa, qui le racontait. Enfin, juste un mot, Jean-Marie Poiré. Au fond, l'atmosphère, avec le recul, l'atmosphère qu'il y avait donc chez vos parents, enfin dans votre famille, c'est quelque chose qui vous a baigné. C'est quoi surtout? C'était ce côté d'esprit, de culture, et on ne s'ennuie pas. C'est ça qui vous a... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, en fait? C'était tout en même temps. C'est-à-dire que d'abord, il y avait beaucoup de culture quand même. On rencontrait quand même Pagnol, on rencontrait des gens de qualité, y compris même des gens pas drôles. Je veux dire, mais des grands historiens, Jacques Laurent, enfin des gens de talent. Bon, donc ça, c'était déjà fascinant. Il y avait aussi des très jolies femmes, parce qu'il y avait des actrices ce qui n'est pas négligeable. Magnifiques. Il y avait des stars, il y avait tout ça, mais c'est pas ça qui me marque le plus. Ce qui me marque le plus, c'est la tendresse qu'on a dans la famille pour les tarés, en fait. C'est-à-dire pour les gens, mais même par exemple, mon grand-père paternel, qui était mon arrière-grand-père paternel, que je n'ai pas connu, mais qui était un homme assez sérieux, qui était mathématicien, et qui était un brillant mathématicien, mais qui n'était pas un comique. Bon, va un jour, par exemple, dans une soirée, sa femme l'entraîne dans une soirée, et alors à l'époque, on arrivait dans les soirées, il y avait un porte-voix qui criait le nom des gens. Un huissier, oui, on l'appelait Monsieur et Madame. Voilà, Monsieur et Madame de la Falaise. Et puis, il y avait les gens qui attendaient, comme pour des condoléances, et on faisait bonjour. Et alors, avec sa femme, il disait, mais j'ai pas du tout envie. Mais si, c'est très important, il faut connaître, je crois que c'était à Bordeaux, dans un endroit comme ça, il faut connaître les gens du coin, etc. Bon. Et alors, bon, il arrive, on fait, alors, Monsieur et Madame Adrien Poiré. Et alors, bon, il s'approche, il embrasse la main de la maîtresse de maison, il se redresse, ulcéré, et avec une voix monstrueuse, il fait « Comment ça, merde ?» Et il repart. Et il repart offusqué pour aller dîner au café de la gare. C'est-à-dire que, évidemment, il n'avait pas dit ça. Mais c'était pour se débarrasser. Donc, ça a fait un scandale. Tout le monde a dit, mais pourquoi est-ce que cette femme a insulté? Cette femme a insulté. Comment ça, merde? C'est monsieur. Donc, c'est une blague d'enfant, en fait, et qui lui permettait d'aller dîner au buffet de la gare tranquille. Et donc, vous y avait une vraie tendresse. Oui, c'est ça. C'est de la tendresse pour les choses comme ça. Et j'en raconte certaines dans mon livre, parce que j'ai quand même une famille assez gratinée. Il y avait quand même quelques escrocs, quelques gens. Mais bon, donc j'ai été baigné par ça. Et c'est très important parce que ça vous donne le... Bienheureux les fêlés, c'est par eux que passe la lumière. Exactement. Oui. Et vos débuts donc de scénariste, c'est avec un très grand dialoguiste que vous les ferez, Michel Audiard. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. Jolie manière. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Vous avez fait beaucoup de films avec Audiard, oui, Jean-Marie Poiré. Poiré. J'ai fait beaucoup de films avec Michel, ce qui, d'ailleurs, pour moi, a été un mystère absolu, car j'ai jamais su pourquoi Michel m'avait engagé comme auteur. Et d'ailleurs, il m'a menti, parce qu'un jour, je lui ai posé la question, et il m'a raconté des salades. Alors, assez drôlement, un jour, je dis ça à son fils Jacques. Je lui dis, j'ai jamais su pourquoi ton père m'avait engagé. Et il me répond, c'était pour faire chier le tien. Mais ce qui est assez drôle, donc c'est quand même un humour qui reste dans la famille. Je crois qu'en fait, plus sérieusement, c'était un rendez-vous littéraire, parce que
J'ai connu Michel dans une soirée où j'étais venu, parce que j'étais fauché comme les blés, et j'étais invité à une première, et il y avait un cocktail, donc on pouvait se gaver de petits fours. Bien les cocktails, oui. Donc c'était bien, parce que ça permettait de manger gratos avant d'aller en boîte. Donc j'étais venu avec ma fiancée de l'époque, et on se gavait de petits fours. C'était un film de Cayade, je crois, que Michel Audiard n'aimait pas trop, surtout qu'il aimait que les siens, à vrai dire, de ses films. Et donc, il m'a parlé, là, de bonjour, vous êtes le fils d'Alain, oui. Et puis, on a sympathisé. Et on a sympathisé par deux choses. D'abord, j'ai été... on va croire que je suis un ignoble flatteur, ce qui n'est pas toujours faux, mais en l'occurrence, c'est pas vrai ce jour-là. Je lui ai dit, Michel, tout le monde vous dit que vous êtes drôle, mais en plus, je lui ai dit, je vous écrivais merveilleusement, parce que vous écrivez avec une concision fantastique. En fait, je lui ai dit, vous écrivez comme Balzac. Alors ça lui a beaucoup plu. Ah oui. Il m'a dit, évidemment, il m'a vanné là-dessus, parce qu'il était gêné, mais en fait, il était ravi. Et on a parlé littérature, et il m'a demandé qui j'aimais comme auteur. J'ai cité je ne savais pas, alors je voulais pas lui dire Céline parce que je savais que ça faisait lèche-cul, qu'il adorait Céline. Donc, mais j'ai dit j'adore Blondin, j'adore Perret, le voilà. Et je ne savais pas que tous ces gens étaient ses amis, et on a parlé bouquin en fait. Et curieusement, c'est ça qui a fait que, je crois, 8 mois ou 9 mois plus tard, un jour on m'appelle et on me dit, voilà, Michel voudrait vous voir pour travailler. Moi, c'est le moment où je ne veux plus faire assistant. Je veux être photographe, je veux écrire des livres éventuellement, mais je ne veux pas, j'en ai marre de porter les Coca-Cola et tout ça aux acteurs. Bon. Donc, mais je suis fauché, donc je vais quand même au rendez-vous. Et je lui dis, en rentrant, je lui dis, Michel, je suis venu parce que je vous admire, mais je ne veux plus faire l'assistant. Et il m'a dit, mais pourquoi tu veux faire l'assistant? Je veux t'engager comme auteur. Alors donc, stupéfaction, et il m'a engagé comme auteur. Alors, ce que je vous raconte là est un mensonge éhonté, parce que ça ressemble à un conte de fées. Je le raconte toujours comme un conte de fées. En fait, c'est pas vraiment un conte de fées, parce que le premier jour où j'ai accepté de travailler comme auteur avec lui, on était 7. Donc, il ne prenait pas beaucoup de risques. Ah, il avait pris 7 personnes. Oui, il avait pris plein d'autres auteurs comme ça. Donc, il avait fait une espèce d'aéropage d'auteurs. Et bon, je me suis dit, il faut quand même que je les fasse dégager les uns après les autres, parce que ça veut dire qu'on divise le salaire par 7. Ben oui. Et en 1982, vous sortirez donc l'un de vos plus grands films cultes en tant que réalisateur. Écoutons un extrait. Oh, je comprends rien de toi, là, c'est cru. Moi, alors, papier, merci. Hein. Vous avez des enfants, vous? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Vous êtes marié? Non plus. Oh, bah soyez pas triste, ça viendra. Chaque poids son couvercle. Bon, alors, 208, 061, 280. Eh ben voilà, ça c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben oui, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis 1 heure. Oh, c'est pas plus malin que tout le monde, celle-là, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zizette épouse X. Et vous savez pas lire? Là, regardez. Il y a écrit en tout petit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Alors moi j'ai mis Zizette épouse X. Mais et X, vous êtes marié à X peut-être? Mais non, je veux pas de mari, seulement je peux pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre. Profession de l'époux. Oh là, il faut mettre quelque chose, sinon ils vont me passer un savon. Oh, vous mettez ce que vous voulez. Éboueux, ça vous va? Eh, dites donc, pourquoi pas ramasser les poubelles tant que vous y êtes? Ça va pas, non? Attends, on va mettre autre chose, on va mettre... Oh, bah vous avez qu'à mettre bureauier. Pardon? Bah bureauier, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui, vous voulez dire buraliste? Mais non, buraliste, ça bosse dans un tabac. Mais vous êtes complètement abrutis, vous, hein? Je vous en prie, restez courtoise. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau. Eh, dites donc, vous avez fait des ratures partout, vous avez tout salopé ma feuille. Sac à merde. Et oui, le Père Noël est une ordure. Alors à ce jour, Jean-Marie Poiret, ce film a dépassé les 115 millions de vues sur petit écran. Comment vous expliquez ce succès 40 ans après sa sortie? C'est impressionnant quand même.
Honnêtement, c'est vraiment très drôle, quoi. Et d'ailleurs, je le dis avec d'autant plus d'humilité que c'est pas moi qui ai écrit. J'ai écrit le film, mais la pièce existait avant le film. Et ça, par exemple, c'est un extrait de la pièce, et je trouvais ça très drôle. On n'a pas changé une ligne. Vous l'aviez vu au Splendide, c'était au Splendide. Ah oui, je l'ai vu au Splendide plusieurs fois, et j'étais fan de cette pièce. D'ailleurs, j'étais fan du Splendide, et j'étais fan des acteurs du Splendide. Je dois reconnaître que... C'était Robin Bouteille, l'époque? Non, c'était vraiment, il y avait Clavier, Junio, l'Hermite, Balasco, Marianne Chazelle, et je les adorais comme acteurs parce que je trouvais que ils étaient dans la continuité des acteurs que j'adorais d'avant, c'est-à-dire Jean Poiret, Pierre Mondy, Jacqueline Maillan, c'est-à-dire des amuseurs. Et moi, j'arrive à un moment où on est quand même... C'est mai 68, donc il y a quand même une espèce de tendance à l'intellectualisation et à se prendre un petit peu au sérieux et à faire un peu de la politique et des trucs comme ça. Et eux se marraient. Et eux se marraient, et eux voulaient faire marrer les autres. Et en vérité, c'est le café-théâtre, mais c'est un théâtre incroyablement traditionnel. Et ça me plaisait beaucoup. Et oui, et c'est avec le Père Noël. Vous n'avez pas hésité à prendre les acteurs du Splendide tout de suite. Enfin, de toute façon, sur le Père Noël, c'est eux qui m'ont engagé. Parce que oui, c'est eux qui vous ont choisi. C'est eux qui m'ont choisi parce qu'en réalité, ils étaient producteurs pour la première fois. Et il y avait un débat pour savoir qui allait mettre en scène, et j'ai été l'heureux élu. Mais j'ai connu le Splendide avant, et je suis... j'ai beaucoup de chance, en fait, parce que quand j'avais demandé à Balasco d'écrire avec moi mon deuxième film, qui s'appelait Retour en force, et elle avait envie, mais elle n'avait pas envie. Elle avait envie, mais elle était embêtée parce qu'il n'y avait pas de rôle pour elle. Alors, donc, et elle a botté en touche en me disant, mais de toute façon, je ne peux pas parce que je vais tourner Les Bronzés font du ski. Et j'ai dit, écoute, je te rejoins là-bas. Et tu tournes pas tous les jours. Donc les jours où tu tournes pas, on travaille. Les jours où tu tournes, je vais faire du ski. Punition horrible, voilà. Et ça a été fantastique parce que ça m'a permis de rencontrer tout le monde. Donc j'ai vécu Les Bronzés font du ski de l'intérieur, en fait. Et donc j'ai rencontré Clavier, Junio et toute la bande. Et oui, on peut dire donc que c'est avec Le Père Noël est une ordure que votre amitié et collaboration avec Christian Clavier a débuté et s'est poursuivie donc jusqu'au Visiteurs 3 en 2016. Ensemble, vous ferez de nombreux succès, notamment Les Visiteurs. On en parlera dans un instant sur Sud Radio. À rester avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. On va chez Dame Béatrice, la poufiasse. Ok. Ce sont des offrements pour Dame Béatrice, la poufiasse, ma jante maîtresse. mais qu'est-ce qu'il dit? C'est un quai. Tu ce bourguignon. Et oui, le fameux hockey de Jacouille la Fripouille qui a fait donc des Visiteurs un film culte, Jean-Marie Poiret. Oui, pas un coup de pied au culte. Plus de 20 millions d'entrées à travers le monde, c'est impressionnant. Au début, seul Christian Clavier croyait à ce film 100% vieux français, c'est ça, hein? Oui. Et c'est vraiment... D'ailleurs, ça m'a donné beaucoup de confiance sur le sujet parce que entre Christian Clavier... Comment c'est venu d'abord le sujet, Les Visiteurs? Le sujet est venu... Le sujet, je l'ai redécouvert mon épouse de l'époque en avait marre il y avait trop de bordel dans des papiers partout. Elle me dit, faut tout jeter. Alors je lui ai dit, mais attends un second, il y a peut-être des merveilles dedans. Et j'ai récupéré, parce que j'ai écrit beaucoup de notes, des bêtises pour des scénarios pour des scénarios, n'importe quoi. J'ai toujours écrit beaucoup. Et donc, j'ai retrouvé un documentaire, pas un documentaire, un court-métrage que je voulais faire quand j'étais jeune. Que je relis, comme ça j'avais totalement oublié ça. J'avais été épaté par la place d'Arras, que j'avais trouvé magnifique. Et j'avais dit que ça serait magnifique de faire un truc du Moyen-Âge, on ferait un bûcher sur la place d'Arras. Et j'ai donc imaginé les Visiteurs pour Robert Hossein et pour Robert Dalban, voilà, Bob Dalban. Un drame, alors, presque. Un truc, oui, c'est ça, un drame. Ah oui, Robert Dalban, le comédien des Tontons Flingueurs, c'est ça? Le comédien des Tontons Flingueurs, voilà. Celui qui avait un gros pif, comme ça. D'ailleurs, Gabin lui disait, Bob, quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote. Bon. Et donc je m'étais dit...
J'avais calculé que si Hossein, qui était une star, faisait mon court-métrage, je réussirais à le monter. Et comme ils étaient très très copains avec Dalban, et que Dalban était ravi de tourner quoi que ce soit, parce qu'il faisait des seconds rôles, j'ai proposé à Dalban le rôle de Jacouille, qui ne s'appelait pas Jacouille encore à l'époque. Jacouille, on l'a trouvé avec Clavier. Et j'ai dit, à un moment, il m'a dit, c'est génial. Et j'ai dit, mais qui va faire le chevalier? Ben, j'ai dit, demande à... Tu crois que je peux demander à Robert? Alors, il dit, bien sûr. Alors, Robert Hossein était très embarrassé, parce que j'étais fils de producteur. Donc, il voulait botter en touche. Et il m'a dit, bah, écoute, c'est tellement génial que tu devrais en faire un long. Voilà. Donc, comme ça, il était tranquille le temps que j'écrive le long. Il était débarrassé. Bon. Et j'ai retrouvé cette note. Et ça se terminait par... donc, ils se retrouvaient dans le monde moderne, ils étaient devant une autoroute, il y avait une voiture qui passait, et on disait... Alors, ils faisaient la prière qu'ils font dans Les Visiteurs, ça, je n'ai pratiquement gardé, c'est-à-dire, ils pensaient qu'ils étaient attaqués par le mal, par des monstres, par un truc incompréhensible, et je disais, ils s'éloignent dans la forêt, et arrive une grande musique triste. Et je me dis, c'est incroyable comme on est triste à 17 ans, parce que c'est le début d'une comédie. Ils arrivent dans un McDo et voilà. Et maintenant, ça fout un bordel noir. Donc, j'avais rendez-vous avec Clavier pour déjeuner, pour parler de ce qu'on allait faire. Et je lui propose cette histoire. Et il y croit. Et après, tout le monde me la refuse. Mais c'est pas tellement du courage d'avoir continué. C'est parce que je me disais, entre Christian Clavier, qui a beaucoup d'humour, qui est brillant et qui est un homme de comédie, l'expertise sur la comédie, elle est plus importante que celle des décideurs, ou que celle des producteurs, ou que celle des distributeurs, qui sont des gens charmants, très sympathiques et très malins et très intelligents, il faut le dire vite, mais qui ne sont pas des gens très marrants, il faut bien l'avouer. Donc, je crois que j'avais confiance dans son regard de la comédie et dans son envie de jouer le personnage. En fait, on vous refuse le scénario parce qu'on vous dit que le Moyen-Âge n'a pas la cote, en quelque sorte, c'est ça? On me dit tout, j'entends tout. On me dit que le Moyen-Âge n'a jamais marché. Il faut Alain Terzian me dit il faut remonter à 52 pour voir un film sur le Moyen-Âge qui marche avec François Ier. J'ai dit c'est génial, donc on a une autoroute. Parce que j'ai dit, vous voulez toujours faire le film qui a marché l'année d'avant. Donc j'ai dit, voilà, parce qu'il y avait un film qui s'appelait La tendresse bordel, qui avait été un carton. J'ai dit, maintenant, vous voulez faire Ma fiancée bordel, et Bonjour bordel, et Retour de bordel. Mais j'ai dit, vous voulez toujours le truc d'avant. J'ai dit, il n'y a personne, puisque personne, ça n'a jamais marché. Faisons-le. Faisons-le, bien sûr. Et deuxièmement, il y avait, alors... le fait que ça parle en vieux français, ce qui alors ressemblait... Mais pourquoi pas faire un film en chinois? Je crois que j'ai entendu cette phrase. Ah ouais. Mais pourquoi le vieux français leur faisait peur. Oui. Quoi. Alors que j'ai choisi un vieux français compréhensible. Oui, bien sûr. J'avais d'ailleurs acheté j'ai acheté un truc très sérieux par un professeur d'université qui était un lexique du vieux français, qui est un bouquin comme un dictionnaire comme ça. Bon, donc j'ai lu le truc. Je ne veux pas dire de bêtises, 9 mots sur 10 est incompréhensible. Donc j'ai dit à ma secrétaire, vous allez prendre un stabilo, et dès que vous comprenez le mot, vous le marquez. Donc, parce que je n'avais pas le temps de tout lire, donc elle a tout marqué, et donc j'avais la liste de tous les mots qu'elle comprenait, mais ça faisait quand même beaucoup de mots, parce que souplette, tu veux manger une bonne souplette, n'importe qui pourrait comprendre. Oui, quoi. souplette, ça. Et ce qui est incroyable, c'est que vous racontez que le fameux hockey qui a fait le succès du film, Terzian, au départ, vous a demandé de le supprimer. Oui. C'est dingue, ça. C'est parce que les gens lisent avec... C'est vu comment le hockey, pardon. C'est amusant. Mais le hockey est venu... Comme ça, normal. Mais le hockey, non. Le hockey, pour moi, est un vague sourire. Et il faut bien reconnaître, c'est le talent, j'allais dire même c'est le génie de Clavier de le rendre drôle. Parce que pour moi, c'est un sourire. En fait, on dit, tiens, on va essayer de trouver des mots qu'il ne peut pas connaître à l'époque et qui lui plaisent. Et je crois que c'est moi qui ai dit, pourquoi pas des mots anglais, pourquoi pas hockey, qui est un mot américain. Mais pour moi, c'est un sourire. Je m'attends pas du tout à qu'il le joue comme ça. Et cette violence avec laquelle il le joue transforme tout. C'est-à-dire que les acteurs parfois transforment des répliques. Bien sûr. Bon, l'exemple type, c'est Atmosphère, qui est une réplique très médiocre, qui ne veut rien dire d'ailleurs. Atmosphère, mais
avec Arletty, ça devient la réplique la plus connue du cinéma français. Voilà. Et donc, OK est venu comme ça. Et Terzian me dit, alors on est en retard, et il m'appelle, il me dit, dis donc, il faudrait qu'on coupe des choses parce qu'il faudrait rattraper le temps perdu. Mais je lui dis, alors, voyons-nous pour couper des trucs. Je lui dis, écoute, moi, je ne m'opère pas. Et quand je vais chez le dentiste, c'est lui qui m'arrache la dent, je ne le fais pas moi-même. Bon. Donc j'ai dit, tu me dis ce que tu veux qu'on coupe et je te dirai je suis d'accord ou pas. Voilà. Oui. Et il m'appelle et il me propose de couper OK et je lui dis que je suis d'accord. Parce qu'il me le lit tellement mal qu'il me fait... Attends, excuse-moi, mais attends, mais OK, c'est dingue, OK, c'est dingue. Vous avez écrit mieux comme dialogue que OK, c'est dingue, c'est OK. Et je dis, ouais, t'as raison. Bon. Et en fait... Ce qui m'a sauvé, c'est qu'on ne tourne pas d'une façon chronologique les films. Ouais. Et donc, il y avait déjà un hockey qui avait été tourné, que j'avais trouvé formidable. Et je demande à ma monteuse, en faisant la gueule, parce que je me méfie du côté lèche-cul un peu des techniciens, donc je le regarde, je lui dis, mais tu trouves ça marrant, ce hockey-là? Et elle me dit cette phrase que j'ai jamais oubliée, elle me fait, marrant? Non. C'est inénarrable. Ouais. Et j'ai dit, ah bon, oui. Tu trouves ça inénarrable? Elle me dit, c'est inénarrable. Elle dit, j'en ai ri 3 minutes. Donc j'ai rappelé Terzian, j'ai dit, écoute, je coupe pas le hockey, on le coupera si c'est pas drôle au montage, mais moi je le garde. Oui, en tout cas dans votre livre, vous racontez avoir eu quand même des hésitations sur certaines scènes qui nous ont fait mourir de rire, notamment celle-ci qui se déroule lors d'un repas. Écoutons-la. Qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard, un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh, quoi? Je peux plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Non mais oh! Crache dessus maintenant! Tu le vois peut-être pas, ça? Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède Montmirail. Vous dites avoir eu des pudeurs de jeune fille en écrivant cette scène, Jean-Marie. Quelques flatulences, quelques rots, quelques vomis, c'est formidable. Vous avez hésité à la garder, cette scène, parce que, si vous voulez, quand on écrit, il y a une expression en Amérique... quand un film est très mauvais, une comédie est très mauvaise et lamentable, racoleuse, on appelle ça un fart movie, c'est-à-dire un movie de paix. Bon. Ouais, et il y avait beaucoup d'acteurs, je crois que je le raconte, ou je ne sais pas si je l'ai coupé, mais parce que j'ai coupé énormément de choses très amusantes, mais parce que le bouquin était trop long, et j'ai gardé, voilà, et donc j'ai gardé ce qu'il y avait de plus drôle, donc j'ai enlevé des choses... Mais il y avait un acteur américain, par exemple, qui a été pris de panique un jour d'une générale dans lequel ça marchait pas du tout, c'était catastrophique, et il avait un énorme derrière, en plus, c'est un acteur merveilleux qui s'appelait Zéro Mostel, donc il s'est retourné, il a baissé sa culotte, et il a balancé un paix en pensant qu'il allait sauver la situation. Bon, ça a été un désastre, ils ont fermé le rideau, bon. Mais il y a un moment où on se dit, mais c'est de qualité, et on hésite. Alors nous, ça nous faisait... On a pleuré de rire en l'écrivant, et puis le lendemain, on se réveille, un peu comme avec une gueule de bois, et on dit, dis donc, regarde ça... Donc on ne sait pas si c'est vraiment de bonne qualité. Et oui, vous dites une clé d'écriture, en fait, c'est est-ce que le personnage peut le faire? Oui, au Moyen-Âge, est-ce qu'on pétait à table? Oui. Au Moyen-Âge, on pétait à table. Et oui, c'est ça. Et d'ailleurs, j'étais très, très impressionné parce que le film a été un carton en Corée, par exemple. Ah ouais. Et en Corée... les gens pètent à table en Corée. En Corée, les gens pètent à table. C'est pas du tout grave, c'est même sain. Bon, mon distributeur, à un moment donné, a balancé une caisse monumentale j'ai cru mourir de rire. En plus, on dînait avec Frédéric Mitterrand, qui vient de mourir, là. Et avec Frédéric, on était côte à côte, invités par le même distributeur, parce qu'il sortait un film de Frédéric aussi. Et Frédéric me fait très, très chic, comme ça. Il parle en catimini, il me fait très chic. Bon. Et on commence à rire. Le type s'en foutait complètement. Et quand Jacouille pète à table en Corée, ça ne fait pas un rire.
Tout le monde s'en fiche, c'est normal. Très bien, il a un problème de... Vive la culture. Voilà. Donc c'était Sacha Guitry, mais je dirais que c'était moi. Oui. Et vous racontez en fait ce qui a scandalisé les Coréens, c'est quand Jean Reno dans le bain déverse du Chanel numéro 5. Ah oui, ça ils n'ont pas apprécié. Ah non, là ça a été un cri de souffrance. Les gens faisaient « Oh, 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 non, yo !» Oh bon, donc voilà. C'est extraordinaire. Par contre, il y a une chose qui leur a beaucoup plu, parce que ça existe en Corée, ce sont les rapports sociaux. En Corée, il y a des seigneurs et des serfs. Et donc ça, ils comprennent. Et d'ailleurs, tous les pays où le film n'a pas marché, comme l'Amérique, en Amérique, ils ne savent pas ce que c'est qu'un serf, ils ne savent pas ce que c'est qu'un seigneur. Donc, pour eux, ils ne comprenaient pas. Non, mais c'est étonnant. C'est-à-dire que dans des pays comme l'Asie, tout ça, vous aviez une différence culturelle, mais en même temps, elle est compréhensible. Elle est compréhensible. On comprend le problème social. On comprend le côté Don Quichotte et Sancho Panza, c'est-à-dire un maître et son valet, parce qu'ils ont connu ça. Et tous les pays où on a connu ça marchaient. Ça a marché, ouais. Eh oui, c'est ça. Jean-Marie Poiret, alors quel est votre regard sur le cinéma d'aujourd'hui? Vous écrivez ceci dans vos mémoires: la génération d'avant, celle des Delon, des Belmondo, était crédible, revolver au poing, la mienne, pas vraiment. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Faut rigoler, Jean-Marie Poiret. Rire est une fête, c'est le titre du livre que vous publiez chez Michel Lafon. Alors vous ouvrez vos mémoires avec cette citation de Bret Easton Ellis: riez de tout ou vous finirez par ne plus rire de rien. Très d'actualité, hein. Oui, c'est très d'actualité. Alors vous, justement, comment vous vivez le fait qu'aujourd'hui on ne peut plus rire de ou presque. Mais, honnêtement, ça me gave. Moi, je trouve qu'il faut rire, et on rit même dans les moments les plus... et parfois les plus dramatiques de l'existence. Au contraire. Oui, au contraire. C'est-à-dire les grandes blagues partent d'événements dramatiques, extrêmement dramatiques. Moi, quand ma maman est morte, il y a eu un enterrement, on me dit: il faut que tu écrives un discours pour ta mère. Donc j'ai écrit un discours pour ma maman. J'étais absolument désespéré de son départ. Mais j'ai dit, je vais pas parler de ses qualités, parce que vous les connaissez tous, ses rasoirs, les qualités. Je vais vous parler de ses défauts. Et j'ai raconté 3-4 anecdotes, dont je crois il y en a une ou deux dans le bouquin. Et l'église était pliée de rire, c'est-à-dire que j'ai fait un carton avec ça, parce que tout le monde est très triste, et alors ça décharge une énergie, ça compense, et ça remet la vie devant. Donc je crois qu'on peut rire de tout. C'est ça le secret, c'est vraiment le secret, ça. Il faut remettre la vie devant, en fait. C'est-à-dire que moi, nous vivons... Rire de tout, mais pas, vous disiez, comme des proches, Jean-Marie Poiret, rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est pas le problème. Bon, c'est pas mon problème, parce que moi, je ne ris pas avec n'importe qui, mais je veux faire rire n'importe qui. Je suis comme un restaurateur. Un restaurateur ne demande pas aux gens ses opinions politiques ni ce qu'il faut truc. Il sert tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas d'état d'âme. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Je veux que les gens s'amusent, et je suis ravi que les gens s'amusent et flatté. Donc, c'est pas le problème. Mais je trouve qu'on vit une période aujourd'hui d'une politisation des esprits qui n'a aucun sens, en fait. Bon. Et laissez ça aux hommes politiques, et allez voter éventuellement. Ça, je ne suis pas du tout contre d'aller voter. Moi, généralement, je vote pas, mais parce que je voterai pour François Ier, donc, vous voyez, donc monarchiste. Voilà. Donc, mais selon vous, aujourd'hui, est-ce que le wokisme met en danger notre cinéma? Très honnêtement, je pense que le wokisme va durer le temps d'un soufflet. C'est une flatulence. Oui, d'une flatulence. Je pense que le wokisme... Jacouille. Oui, je pense que le wokisme ne correspond pas à ce que les gens vivent et veulent. Donc, juste un mot. Là, je repense que ici Céline, qui a trouvé, vous savez, Eric Nehoff a écrit: le cinéma français produit trop de mauvais films, trop de mauvaises réalisations,
subventions, tout le monde veut les acteurs. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si c'est les subventions ou autre chose. Qu'est-ce qui fait quand même, alors on va pas généraliser, il y a de très bons films, mais enfin, il y a quand même une production dont on se dit, on ne voit pas les scénarios, on ne voit pas les choses. Tout ça est fait n'importe comment. On a les subventions et tout va bien. Je sais pas. D'abord, je suis un metteur en scène libre de suite. Donc, je suis prêt à reprendre le flambeau. À reprendre le flambeau. Bien. Deuxièmement, y compris avec des jeunes acteurs, s'ils ont besoin de regard de quelqu'un avec une certaine expertise. Je crois que le drame d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus ces producteurs qui étaient des tyrans, comme Claude Berry, comme Christian Fechner, comme mon papa, Alain Poiré, comme Mouchkine, comme plein de gens qui étaient des grands producteurs. Aujourd'hui, vous avez affaire à des groupes qui sont des multinationales phénoménales, avec un argent dément, et donc une pyramide qui en fait se délite parce que le grand patron n'a rien à fiche des films, et puis ça descend, donc on confie, et les gens à qui on confie les films sont des gens qui cherchent des parachutes pour pas se faire virer au premier échec. Alors ils engagent ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire des comités de jeunes étudiants, de jeunes femmes, de jeunes hommes qui sont là, souvent des fils de famille qu'on case, etc. Bon, des gens d'ailleurs plus ou moins intelligents, il y en a de très intelligents, mais il y a une chose que je crois, c'est que l'art est autoritaire, c'est-à-dire que je blague avec François Ier, je suis pas plus monarchiste que ça, mais ces gens, François Ier est un fantastique producteur parce qu'il produit Léonard de Vinci. Donc, ce sont des tyrans qui décident, qui ont confiance en leur goût. Christian Fechner avait confiance en son goût. Mon père avait confiance en son goût. Et quand vous mettez 12 personnes autour, vous arrivez à un commun dénominateur qui est en fait très médiocre. C'est pas mal. C'est plutôt mieux qu'avant. C'est-à-dire quand vous regardez par exemple les séries, c'est pas mal, c'est mieux construit. Mais en réalité, si vous regardez de près, elles sont formatées, elles sont toutes pareilles. Et il n'y a pas de courage. Il n'y a pas tout à coup quelqu'un qui risque. Mais il n'y a aucun risque. Aucun risque financier, mais il y a quand même un manque de créativité. On s'ennuie dans les salles de cinéma. Il vient d'expliquer pourquoi. Non, mais c'est financier. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas monter Les Visiteurs. Parce qu'il y aurait quelqu'un... mais vous pensez que... Ah non, mais le vieux français, et puis, vous allez gêner telle communauté, tel groupe, tel ceci, tel cela. Bien attention, sûr, bien sûr. Eh oui. Jean-Marie Poiré, en tout cas, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que vos mémoires intitulées « Rire est une fête » viennent de paraître chez Michel Lafon. Tout de suite sur Sud Radio, c'est Brigitte Lahaie.